Bonjour, aujourd'hui on va parler de la critique de la raison pure de Kant, publié en 1781, qui a littéralement changé le cours de l'histoire de la philosophie ainsi que celle de la pensée occidentale. Cette vidéo ne se veut qu'une introduction à la pensée de Kant. Ici, je vais faire la distinction entre phénomène et chose en soi. Et c'est pour le but, j'espère, de petit à petit faire sens avec vous de cette œuvre magistrale en fait, qui prendrait une éternité, voire même plusieurs vidéos afin de couvrir ne ce que la moitié du livre. Mais c'est aussi, j'espère, pour un but d'arriver à la critique de la raison pratique ou fondement de la métaphysique des mœurs, pour vous exposer la partie plutôt éthique de Kant. Pour vous mettre un peu en contexte dans la critique de la raison pure de Kant, dans son contexte de création, c'était vraiment à une époque où la métaphysique était délaissée parce qu'il y avait tout le conflit entre l'empirisme et le rationalisme et en fait les penseurs étaient toujours soit d'un côté soit de l'autre et il n'y avait aucun juste milieu entre les deux. On était toujours dans un débat infini entre est-ce que la connaissance débute des petits faits, des petites expériences qu'on fait avec les choses pour ensuite généraliser les concepts pour arriver justement à une science universelle à partir des individus. Si je prends un exemple, c'est par le fait que j'ai vu plusieurs chiens dans ma vie que j'arrive à un concept de chien. Donc ça, c'est l'empirisme dans des termes les plus grossiers. Et il y avait l'empirisme d'un côté et le rationalisme de l'autre. Le rationalisme, principalement promu par Descartes, qui disait justement que l'être humain a des facultés innées de la raison. Si on fait des maths, c'est parce que on découvre dans la raison même humaine des facultés, des capacités à raisonner qui ne peuvent pas être tirées de simples généralités faites par des individualités qu'on a vues. Si par exemple j'ai le concept des triangles, c'est pas parce que j'ai vu plusieurs triangles dans ma vie, mais parce que dans ma raison pure, j'ai déjà le concept des triangles qui me permet ensuite de voir dans les choses quelque chose comme tel qu'un triangle. Exemple tiré de Platon. Si je peux voir, c'est la raison pour laquelle je peux voir que deux bâtons sont égaux l'un à l'autre. Ce n'est pas parce que j'ai vu plusieurs bâtons puis ensuite je compare les bâtons entre eux, mais que j'ai déjà dans ma raison la capacité de voir l'égal. Kant s'inscrit directement dans cette problématique. Il va tenter de jumeler, de faire un pont entre ces deux tendances. Il va être le premier en fait à établir un nouveau système de connaissances qui va permettre de conjuguer les deux oppositions. Kant dit que tout commence de l'expérience, mais tout n'en dérive pas. Ça, c'est à la page 31 de l'édition PUF. Pour lui, il y a coopération entre l'intuition qui donne la matière à nous, donc la réception des sens et les concepts. Donc, il y a en fait un composé. Notre expérience est un composé de choses qui sont reçues passivement. Même là, on verra que cette réceptivité pour Kant implique toujours une activité, mais le fait de recevoir justement les objets par nos sens implique aussi une activité de l'esprit qui applique des concepts qui permet justement cette expérience. La réceptivité donc de la matière n'est pas passive justement, elle est active car la matière est pensée par notre entendement à l'aide de catégories a priori. Pour le dire de la manière la plus simple possible, c'est que dans la réceptivité de la matière est déjà impliquée une mise en forme opérée par notre sensibilité même et par notre entendement. Il y a une mise en forme en fait de la matière qui est filtrée en quelque sorte par notre esprit et par notre sensibilité. D'une manière super simple, on pourrait expliquer ça comme ça. Un chien ou une mouche ne voit pas la même chose que moi, ne comprend pas les choses de la même manière que moi. Si je vois un carré, moi j'ai la capacité de comprendre ce carré, mais une mouche va simplement voir une certaine
des certaines lignes, par exemple, ou un chien va simplement voir des lignes. Ça, c'est la mise en forme de notre entendement. Mais la sensibilité elle-même a aussi une mise en forme. La manière comment je vois une table n'est pas la même manière qu'un chien voit une table. Le chien va le voir d'une différente perspective, sous différentes couleurs, etc. Donc sa sensibilité filtre déjà la table elle-même. C'est ce que Kant explique avec la mise en forme a priori de la sensibilité, qui est l'espace et le temps. Donc il dit que nous, notre sensibilité, doit toujours passer par l'espace et le temps. On ne peut rien faire comme expérience, on ne peut avoir aucune expérience tant qu'elle n'est pas présentée dans l'espace et le temps. Donc l'espace et le temps est la condition a priori même de notre sensibilité et de l'expérience. La première mise en forme, donc, dit Kant, de la matière est faite par notre sensibilité qui impose un cadre spatio-temporel. Si une chose n'apparaît pas dans l'espace ou dans le temps, on la manque. Et il se pourrait, comme Spinoza l'a dit, qu'il y a plusieurs autres manières qu'une chose peut être, mais que nous, on ne peut pas voir tant qu'elle n'est pas temporelle et spatiale. Autrement dit, on voit déjà apparaître une notion d'en soi. La chose, comme elle est, n'est pas nécessairement ce que nous, on perçoit. Tout de la même manière qu'un chien perçoit la table autrement, nous aussi, on perçoit la table autrement qu'elle serait véritablement. Si Dieu, par exemple, voit la table, sa perception de la table serait probablement pas la nôtre. Et en fait, pour Kant, elle est nécessairement pas la nôtre, puisque Dieu n'a pas la mise en forme de la sensibilité. La deuxième mise en forme est ensuite la mise en forme par l'entendement, par les concepts purs. Les 4 catégories donc, de Kant, qui est la modalité, la relation, la quantité et la qualité. Le fait que je pose quelque chose dans l'existence, c'est un concept pur qui est en moi. Si le concept de 1, l'unité par exemple, la causalité, la mise en relation entre deux choses. Donc le fait que pour moi je puisse dire que le soleil va se lever le lendemain, c'est parce que j'ai appliqué un concept pur qui est la causalité. Si pour moi le feu est toujours chaud, c'est parce que j'ai appliqué le concept de causalité entre le feu et la chaleur. Ainsi, il y a un divers que nous, par notre esprit, on applique des catégories qui nous permettent de comprendre ce divers-là. Donc, on va comprendre ce divers-là par les 4 catégories d'un entendement qui va filtrer cette matière qui est en fait un espèce de chaos, on peut comprendre ça comme ça. On a comme un chaos de divers qui est de 1 filtré par l'espace et le temps qui est notre sensibilité et de 2 on applique ensuite des catégories de notre entendement pour comprendre ce qui est présenté devant nous. La table, je la comprends immédiatement comme une, par exemple. Comme étant faite de bois ou peu importe. J'applique des catégories de mon entendement pour filtrer et comprendre ce qui est devant moi. Ainsi, Kant reprend un doublet qui est très connu dans la tradition, le doublet matière-forme. Il y a une matière sur laquelle ensuite, contrairement à Aristote et Platon où la forme réside dans la chose elle-même, Kant dit que la forme en fait est appliquée par le sujet. Il y a le sujet en face d'une matière qui, pour la comprendre, applique une forme qui provient du sujet en fait. Cette forme-là n'est pas dans la chose déjà, mais c'est le sujet qui donne cette forme pour ensuite comprendre qu'est-ce qui est devant lui. Ainsi, on arrive donc à la distinction tellement connue de Kant entre phénomène et chose en soi. Ce que nous, on peut connaître, c'est le phénomène, phainestai en grec, c'est ce qui se montre à nous. Tout ce qu'on peut connaître et tout ce qu'on a comme expérience, c'est ce qui se montre devant nous. Mais la chose telle qu'elle est, sans l'application, sans le filtrage de notre sensibilité et de notre entendement, nous échappe à tout jamais. Il y a une espèce de X, un X de la chose qu'on ne pourra jamais atteindre simplement par le fait que notre expérience implique déjà un certain filtrage par notre entendement et par notre sensibilité. Ainsi, autant moi que le chien, que la mouche, que peu importe, on ne pourra jamais arriver à la chose telle qu'elle est, vu que, par définition même, pour la voir, on est déjà en train de filtrer l'expérience. Il y a donc un phénoménalisme qui s'impose. On ne connaît que la chose que comme elle nous apparaît et non comme elle est véritablement.
comme elle est véritablement, comme elle est en soi. La table, je la filtre selon ma sensibilité, selon mon entendement, mais la table telle qu'elle est serait véritablement, je ne la connais point. Mais il faut faire attention, le phénoménalisme n'est pas un relativisme, car ce n'est pas que chaque individu voit la chose différemment. Non, on a des structures pareilles. Donc, tous les êtres humains vont voir cette table-là de la même manière parce qu'ils ont toutes les mêmes catégories et ils ont aussi la même mise en forme par l'espace et le temps. Ainsi, ce n'est pas un relativisme où chaque opinion et chaque individu diffèrent radicalement l'un de l'autre, mais il y a des structures a priori qu'on peut connaître. On peut mettre en lumière sur les structures a priori qui peuvent devenir ensuite des objets de connaissance. Et c'est exactement ça que Kant va faire. En fait, le phénoménalisme de Kant est un aveu d'humilité. Avant Kant, connaître, c'était connaître l'essence même de la chose. C'était voir exactement ce qu'est la chose en face de Dieu, par exemple. Avec Kant, au contraire, la connaissance devient une simple connaissance des régularités des phénomènes. Vu qu'on ne peut plus connaître la chose en soi, on ne peut plus accéder à l'essence de ce qu'est la chose si elle n'est pas pour nous, justement. Alors la seule chose qui reste pour les sciences, c'est de connaître la chose telle qu'elle se présente à nous dans l'espace et le temps, à travers leur régularité. La connaissance n'est donc plus connaissance de quelque chose en dehors de tout contexte, en dehors de tout sujet, mais c'est une connaissance face à quelqu'un qui est inscrit dans l'espace et le temps et qui applique des catégories qui filtrent déjà l'expérience. En conclusion, Kant lui-même fait cette comparaison dans la préface de la seconde édition, où il compare sa découverte, en fait, cette nouvelle façon de voir les choses, comme étant une révolution copernicienne. En effet, Copernic avait posé l'héliocentrisme. Au lieu que tout le monde, tout l'univers tourne autour de la Terre, il pose que, en fait, le Soleil est en fait le centre de notre système solaire. C'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Ainsi, au lieu de dire que la connaissance se règle sur les objets, que la connaissance ne fait que connaître les objets qui ont déjà leur propre essence, Kant fait un retournement où c'est plutôt l'objet qui se règle sur notre connaissance. C'est l'objet qui se règle sur nos capacités, sur notre filtrage, sur notre mise en forme. Ainsi, c'est le sujet qui fait une mise en forme même de la matière et c'est non pas le sujet qui tente simplement de connaître des objets déjà tout faits. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a instruit, qu'elle vous a aidé aussi. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire si vous avez encore des questions. Comme j'avais mentionné, ce n'est qu'une première vidéo sur Kant, incluant celle que j'avais déjà faite sur la réfutation de la thèse sur Dieu. Mais c'est une vidéo que j'espère approfondir plus tard grâce à vos commentaires en bas. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas d'en laisser. Et aussi, je vais bientôt faire des vidéos sur Kant, mais sur son éthique. C'est, je crois, une des parties qui pourra vous intéresser le plus. Donc laissez-moi savoir. Merci.